Martino. L'opinion populaire. On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc la liberté. Alors, ça vient tout juste de tomber dernière minute. Donald Trump a signé un décret. Il se déclare lui-même pape. Il est le prochain pape. Alors, il met la main sur le Vatican. Ça va être le 52e État, le Vatican. Écoute, le pape François n'était pas tendre envers Trump. Hein? Non, voilà. Puis contrairement à ce que j'écoutais Mathieu décrire tout à l'heure, moi je le décrivais comme un progressiste parce qu'il critiquait l'Église de l'intérieur, tentait de réformer l'Église. S'il y a une chose, en tout cas, qu'on pouvait pas reprocher au pape François, c'était la langue de bois. Donc, il a été dur à l'égard de, sans les nommer personnellement, mais à l'égard de ses prédécesseurs. Il est intervenu beaucoup aussi sur la scène internationale. Il a été critique du capitalisme, par exemple. Puis surtout, très dur à l'endroit de Donald Trump. Il l'avait été dans le premier mandat. Il l'avait été aussi dans le second mandat. Et il y a de nombreux points sur lesquels on pourrait dire le pape et Donald Trump n'étaient pas d'accord. Mais assurément, et la question est délicate, on le sait, il a été très dur à l'égard de Donald Trump ou de l'administration Trump sur les questions migratoires. Les gens ont fait grand état, hein, c'est une des dernières rencontres officielles qu'il a eues, un des derniers mandats officiels du pape avant de décéder, ça a été de rencontrer J.D. Vance. Et c'est sur la politique migratoire qu'on se rencontrait. J.D. Vance, qui est catholique depuis peu, hein, il est devenu catholique en 2019. Donc, on n'a pas, ni du côté de J.D. Vance, voilà, on voit la photo, on n'a pas, ni du côté de l'équipe de J.D. Vance, ni du côté du Vatican, on n'a pas le détail de la conversation qu'on décrivait comme étant une conversation ou une rencontre éclair. Ça a été une 15 ou 17 minutes, je crois. Donc, ça a été très, très, très bref. Moi, j'aurais bien aimé qu'on entende ce qui s'est dit pendant cette rencontre-là. Mais on le sait que le pape trouvait que dans les déclarations officielles, à de multiples reprises, il avait dit « ça va mal se terminer, cette question d'exil ou d'expulsion massive ». Il n'en avait pas contre la gestion de l'immigration, c'est-à-dire contre la reconnaissance de l'immigration comme étant une thématique qui est problématique. Il en avait contre ce que Donald Trump souhaitait faire, ce qu'il promettait de faire et ce qu'il a fait après le début de son deuxième mandat. Donc, c'était frontal de ce côté-là entre les deux et le pape trouvait que c'était essentiellement cruel ce à quoi procédait le président Trump. Mais il n'était pas un peu naïf face à l'immigration parce qu'il y avait des mots très durs pour les pays européens qui pourtant font leur part. Là. Oui. Ils en acceptent beaucoup. Voilà. Là. Voilà, et c'est là où, écoute, je suis pas plus un porte-parole pour l'administration Trump que je suis un porte-parole pour le pape. Les confrontations, elles étaient plus larges que ça. Je pense qu'il aimait pas le type de gestion de l'administration Trump, mais pas toujours non plus le monde européen. Quand il s'est exprimé sur le capitalisme et quand il s'est exprimé sur des questions comme on vient de le dire, la migration, mais les écarts de richesse, l'environnement. Donc, le pape était très critique du monde occidental. Difficile de pas lui reconnaître des arguments qui étaient assez importants quand les chiffres lui donnent raison, par exemple, sur les écarts entre les riches et les pauvres, sur la justice sociale, sur la redistribution de la richesse. On est dans une période en Occident où les écarts sont particulièrement grands entre les plus fortunés et les plus pauvres. Donc, lui disait quelque part, il y a une question de justice sociale et de bien commun. Et c'était le fondement de la critique envers l'Occident, mais envers aussi les États-Unis. Et je répète, l'Église n'est pas sans faute, c'est pas non plus ce que le pape François a dit, mais je pense que les chiffres lui donnaient raison, que sur plusieurs problématiques, il y avait une voix, en tout cas, qui méritait d'être entendue. Est-ce qu'elle était entendue? Est-ce que l'Église est encore suffisamment puissante en Occident pour dire quand le pape parle, ça entre dans le discours public, ça entre dans la réflexion? Moi, je pense qu'il avait un grand impact là où on pratique encore la religion catholique, mais le taux de pratique est en baisse partout, principalement dans le monde occidental. Il y a des pays pour lesquels il faudrait faire des distinctions, mais je pense que c'était vrai à peu près partout dans le monde occidental. Donc, est-ce qu'on est un brin naïf? Je pense dans ce cas-ci, si on parle du représentant de l'Église, on voulait être idéaliste ou à tout le moins, en tout cas, intervenir pour dire il y a des inégalités, il faut le mentionner, puis on prend soin des autres êtres humains. Comment le fait-on?
Moi, je pense que la voix du pape méritait d'être portée. Ensuite, ben écoute, sur la question de l'immigration, tu l'as dit, à un moment donné, il faut en arriver à cette gestion de l'immigration, à la capacité d'accueil. Je pense qu'une des choses, Richard, je te laisse me relancer après, que le pape faisait ressortir, c'est qu'il y a une partie de ces migrants-là qui reviennent vers l'Occident pour des problèmes qui ont été provoqués, entre autres, par l'Occident. Donc, il faudrait, c'est tout un cours d'histoire que ça nous prend de faire ça, on fait pas ça en 30 secondes, mais il y a une partie de cette immigration-là qui vient justement de la domination économique du monde occidental. Donc, est-ce qu'on peut aller ailleurs sans tirer, sans penser que ces problèmes-là viennent nous rejoindre éventuellement? Il y a une partie de ça. Il y a les réfugiés climatiques. Ça vient aussi d'un cycle économique très important. Ça va, c'est cohérent en tout cas dans l'ensemble avec le discours contre les inégalités. Et M. Hegseth, après avoir partagé des informations sensibles avec un journaliste de The Atlantic, maintenant le fait avec des membres de sa famille. Écoute, c'est dans n'importe quel monde normal, ce gars-là, on en parlerait au passé et il est encore là. Donc, on se rappelle ce à quoi tu référais, hein, c'était sur la fameuse application, le commercial Signal. On avait invité par erreur du moins c'est ce qu'on pense, donc on avait invité par erreur un journaliste de The Atlantic. Mais voilà qu'on apprend que sur la même application, il y avait un autre groupe de discussion. Et il a partagé des informations sensibles, le même genre de détails qu'il avait partagé avec le journaliste, l'éditeur en chef du Atlantic. Il a partagé ça avec son épouse, avec son frère, avec son avocat. En passant, ça nous a permis de mettre en évidence, ça m'avait échappé, que son frère et son avocat travaillent pour le Pentagone aussi. Donc, c'est pas interdit en passant. Mais ça fait une famille très rapprochée. Ça fait des amis, des chats. Un chum, c'est un chum, c'est souvent ce qu'on répétait à une certaine époque. Donc, il semble que M. Hegseth ait rapproché ses chums au sein du Pentagone. Mais ben écoute, si ça n'arrivera pas, je pense pas. Je comprends pas qu'on ait à la tête de l'armée une des deux armées les plus influentes de la planète, qu'on ait quelqu'un qui, sur une application commerciale, à 2 reprises, partage des informations. Dans le premier cas, les défenseurs d'Hegseth disaient, ben écoutez, c'est du personnel de la Maison-Blanche avec qui il a partagé ça. C'est pas correct de le faire avec du personnel de la Maison-Blanche ou des conseillers du président. Mais là, en plus, on le fait avec des gens qui devraient même pas avoir accès à ce type de renseignements. Donc, es-tu en train de me dire qu'il n'y aura aucune conséquence de ça? Là? Il peut faire ça à 2 reprises, des gaffes majeures, des fuites d'informations sensibles majeures, puis il va continuer à avoir sa job. Tant aussi longtemps que personne ne s'oppose à Donald Trump. Ça fait depuis le début de ce second mandat, je te parle, d'ailleurs, on en parlait même avant le début du deuxième mandat, les nominations les plus controversées de Donald Trump, Pete Hegseth en faisait partie. Je te dis, ce type-là, avec le profil qu'il a, je peux pas croire que dans tout ce qui traîne de conseillers, d'experts ou même de gens à l'intérieur du Pentagone, on puisse pas offrir aux Américains quelque chose de mieux que Pete Hegseth. Donc, au moment de la nomination, je t'avais dit, c'est un incompétent qui s'est discrédité à plusieurs reprises. On est quand même allé de l'avant, il a quand même été assermenté, il est quand même entré en fonction. Après ce premier scandale, on en a parlé pendant des jours, mais il s'agit que M. Trump, tu l'as dit tout à l'heure, tu as utilisé le mot décret, il va nous envoyer un autre décret ou il va nous envoyer chercher ailleurs, puis on ne va pas trop brasser la cage. Il a survécu au premier scandale. Qu'est-ce qui m'indique que cette fois-là, on serait prêt à le sortir? Donald Trump n'aime pas reculer. Donald Trump n'aime pas avoir tort. Il avait dû le faire pour Matt Gaetz à la justice. C'est la seule fois depuis le début de ce second mandat où on le fait reculer autour d'une nomination de quelqu'un dont il espérait obtenir ou dont il espérait s'entourer, dont il souhaitait exploiter les services. Donc, moi, je pense que Chet risque de survivre à ça comme il a survécu à tout le reste depuis le début. Et c'est franchement gênant. C'est franchement gênant. Je veux dire, ça prendrait quoi pour que ces gens-là perdent leur job à un moment donné? Quel scandale ça prendrait? Ça prendrait des républicains comme Mme Murkowski, dont on a parlé, je pense que c'est vendredi. Mme Murkowski qui a dit « On a peur, on est intimidé, on est menacé, mais moi, j'ose prendre la parole. » Ils ont la majorité au Sénat et à la Chambre, les républicains. Le jour où ça leur tente d'arrêter les tarifs, ou le jour où ça leur tente de dire « Écoutez, nommez n'importe qui de moindrement intègre et de compétent, puis on va dire oui. C'est entre les mains des législateurs. Il n'y a pas grand monde pour freiner ou bloquer Donald Trump. Hallucinant. Merci beaucoup, Luc. À demain. Bonne fin de journée, Richard. Bye.